Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence SILAE. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Nora Khelif, responsable des opérations SILAE chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous aurons en fin de conférence. Bonjour Nora. Bonjour Capucine. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation. L'objectif aujourd'hui est de vous aider à comprendre un peu ce qui change sur l'année 2026, d'impacter, de voir ce que ces changements sont, pourquoi ces changements sont importants et surtout comment les gérer sereinement. Nous allons aborder des sujets tels que la RGDU, la DSN d'institution et un peu toutes les nouveautés légales 2026. Avant de vous présenter le sommaire, juste un petit slide pour vous présenter Apsis Cyborg en quelques chiffres. Apsis Cyborg aujourd'hui un intégrateur qui est spécialisé dans les outils, l'intégration d'outils de gestion qui vont du logiciel de paye au logiciel de trésorerie et vous trouverez un certain nombre d'éditeurs avec lesquels on travaille, Agicap, Floa, Luca, Microsoft et SILAE pour la partie paye, ainsi que Sage. C'est 35 ans d'expertise, 600 collaborateurs, 95 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 3300 clients sur l'ensemble des outils. Au sommaire, on abordera en première partie la nouvelle RGDU, le nouveau calcul de la réduction générale dégressive unifiée. On abordera les autres nouveautés légales, ce qui change concrètement sur l'année 2026. On essaiera de décrypter, de comprendre le retour des organismes et de la DSN, d'expliquer la DSN de substitution et comment SILAE peut vous sécuriser dans ces retours, ces DSN. Et enfin, on terminera par une séance de questions-réponses. La RGDU, la réduction générale dégressive unifiée. Donc, quels sont les changements majeurs qu'apporte cette nouvelle réforme? Comment les nouveautés vont impacter les taux d'exonération des entreprises et quelles sont les exceptions qui sont maintenues face à l'unification des réductions de cotisation? Alors, en 3 points clés, la RGDU, son objectif est de simplifier parce qu'aujourd'hui, on a plein d'aides, plein de réductions de charges un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, ils ont regroupé tout ça dans une nouvelle réforme qui est la réduction générale dégressive et qui va remplacer et qui fusionne notamment les allègements de type cotisation ex-Fillon, les taux réduits de l'allocation familiale et le complément d'assurance maladie. Un calcul qui a entièrement été revu parce qu'aujourd'hui, le plafonnement a été étendu à 3 SMIC et ils intègrent de nouvelles interprétations, de nouvelles valeurs telles qu'une puissance P qui est fixée à 1,75 et un coefficient T qui est restructuré, qui peut changer. L'impact sur les taux, le taux maximum d'exonération va être impacté par les évolutions du taux AT et la cotisation vieillesse déplafonnée. D'où la nécessité d'avoir une vigilance sur les mises à jour et les traitements de la paye. Le périmètre d'application sont éligibles maintenant à la RGDU tous les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois le SMIC en cours. Donc là, ils ont harmonisé, ils ont essayé de trouver une harmonisation entre la réduction Fillon, les cotisations, la réduction de l'allocation familiale, le complément maladie, et donc ils sont mis d'accord sur un plafond sur toutes les rémunérations qui sont inférieures à 3 fois le SMIC. Donc je parle à aujourd'hui en cours, et c'est sur le SMIC qui est pris en compte, c'est le SMIC qui est en vigueur au moment où, sur le mois où c'est calculé, et non pas le SMIC annuel tel qu'on aurait pu le connaître auparavant. Cette valeur peut changer par décret également. Elle n'est pas figée pour l'année 2026, elle risque de bouger sur l'année 2026. Donc, les nouveaux éléments qui ont été intégrés, c'est cette notion de plafond, 3 fois le SMIC, 3 fois le SMIC. C'est la notion de puissance, une puissance, un facteur qui va déterminer en fait le taux dégressivité de la réduction de 1,75. Il va y avoir un taux minimum, donc c'est le seuil minimal d'exonération qui va être fixé, qui va sur une réduction de base
tant que la rémunération n'atteint pas les 3,5 qui est de 0,02. Et puis, il y a un taux delta qui reste du coefficient qui va être la part un peu variable qui va s'ajuster en fonction des cotisations éligibles. Pareil, pour ces taux, ces éléments ne sont pas figés pour l'année 2026. Ils risquent d'évoluer par décret tout au long de l'année. Au cœur de ce calcul, donc, là, je vous présente la formule de la RGDU. Donc, on a ce coefficient T mini qui est une part fixe de 2%. On a la notion de delta qui va être, elle, va être ajustée en fonction des rémunérations, en fonction des taux de cotisation, pardon. Il y a la puissance de dégressivité de 1,75 qui est le P. Et ensuite, on a comme le SMIC et les rémunérations annuelles brutes pour le calcul du ratio clé pour moduler la réduction. Le montant de la réduction obtenu en multipliant ce coefficient, le montant de la réduction est obtenu en multipliant ce coefficient à la rémunération brute annuelle du salarié. Au niveau des taux maximum d'exonération et des taux connexes, donc on a à partir du 1er janvier 2026. À partir du 1er janvier 2026, au niveau du taux AT, il passe à 0,49. Donc le taux pris en compte dans le calcul est de 0,49 au lieu de 0,50 précédemment. Le taux de vieillesse plafonné, qui est le taux patronal, lui, va passer de 2,02 à 2,11%. Les deux taux au maximum d'exonération au 1er janvier 2026 sont de 39,81% pour les entreprises qui sont soumises au FNAL de 10% et 40,21% pour celles qui sont soumises au FNAL de 50%. Ce qui ne change pas, la RGDU, par contre, ne va pas remplacer toutes les exonérations spécifiques, telles que la loi LODEUM, la TODE ou les jeunes entreprises innovantes. Un petit comparatif pour un employeur d'au moins 50 salariés sur les allègements. Donc, on note un peu que ça peut être avantageux pour toutes les rémunérations jusqu'à 1,6 SMIC. Par contre, dès qu'on est à 2 fois le SMIC ou à 3 fois le SMIC, ben on voit que la nouvelle RGDU n'est plus si compétitive que ça. Il n'y a pas à avoir de réduction de charge telle qu'on l'a connue avant, par rapport à 2025. Les autres nouveautés légales 2026. Dans les autres nouveautés légales 2026, on a tout ce qui est SMIC. Le SMIC passe à 12,2, le taux horaire à 12,2, le plafond de la Sécu à 4005 et le minimum garanti, notamment pour la partie HCR, il passe à 4, qui impacte les avantages à nature, 4,5 pour les HCR à 8,50 € par jour. Alors, la nouvelle cotisation qui a été mise en place déjà sur 2025 sur certaines régions, au mois de juillet, en novembre, on a eu d'autres régions, et au 1er juillet, d'autres régions sont éligibles à cette cotisation, le versement mobilité régionale et rurale, qui est un taux qui concerne en fait les entreprises de plus de 11 salariés, et c'est un taux qui est plafonné de 0,15%. Donc, dans les nouvelles régions, on va voir la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté depuis le 1er juillet 2026. Dans la région PACA, le taux a été abaissé à 0,08. En 2025, il était à 0,15. L'Île-de-France aujourd'hui et les Outre-mer ne sont pas concernés par ce dispositif. Ce qui ne change pas, c'est la cotisation AGS. Pour le moment, elle ne bouge pas et elle reste plafonnée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. En termes d'exonération, on a également les pourboires. Les exonérations sont maintenues pour les salariés qui gagnent au moins 1,6 SMIC et la prise en charge du transport par l'employeur qui reste exonéré jusqu'à 75%. Donc tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore la loi de finances qui est en cours d'étude et donc pas de vote. Alors, pour toutes les entreprises qui pratiquent la déduction forfaitaire spécifique, une suppression progressive a été anticipée. Donc, c'est-à-dire progressivement, en fait, ils sont en train de réduire le taux d'abattement pour frais professionnels dans certaines professions.
Donc, dans la propreté, par exemple, le 2026, c'est passé à 3%. Pour les journalistes, on passe de 30% à 24%. Les VRP, 24% également. L'objectif, c'est de supprimer la déduction forfaitaire spécifique d'ici 2032. Gestion des ruptures conventionnelles, la contribution patronale spécifique pour les ruptures conventionnelles passe de 30% à 40% dès le 1er janvier 2026. Le taux de 40% le taux est déterminé par rapport à la date rupture effective du contrat de travail. Si la signature de la convention a été faite en 2023, mais que le salarié quitte l'entreprise en janvier 2026, ça sera le taux de 2026 qui s'appliquera, donc 40%. Nous allons passer maintenant au retour CRM et à l'impact sur la DSN de substitution. Pour cela, je vais faire un petit rappel sur les retours que nous avons, la notion de CRM de rappel, pourquoi on est là aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, depuis la mise en place de la norme DSN, la DSN est envoyée tous les mois, elle passe tous les mois, mais maintenant on rentre dans une phase où on va les entreprises doivent en fait fiabiliser les données transmises au travers des DSN. Donc, depuis juillet 2023, il y a tout un travail qui a été fait par les organismes et il y a une feuille de route qui a été définie par l'URSSAF où ils ont instauré un certain nombre de contrôles et ils sont en train de renforcer en fait l'ensemble des contrôles sur la qualité des données qui sont déclarées dans la DSN. L'objectif, c'est en 2028, c'est d'avoir la généralisation d'un CRM unique. Donc, en gros, aujourd'hui, l'URSSAF a mis en place un process de fiabilisation des données qui sont transmises dans les DSN. Alors, cette phase de fiabilisation, elle se définit en 5 grandes étapes. Tout d'abord, la phase de prévention. Alors, la phase de prévention, elle est au moment où je dépose ma DSN. Donc, si je suis une société qui doit déposer sa DSN au 15 du mois, j'envoie ma DSN le 10 du mois à H plus 4, donc 4 heures après le dépôt de ma déclaration, je vais avoir ce qu'on appelle le CRM 119. Donc, l'URSSAF va me retourner les anomalies via le CRM 119. Et là, la correction, elle doit être immédiate. Donc, c'est-à-dire que je dois corriger ma DSN avant ma date d'échéance et faire une DSN annule et remplace. J'ai mon CRM 119, ma DSN, elle est au 15. Je n'ai pas traité les anomalies retournées par l'URSSAF. Ma DSN a été posée. Je vais avoir à J plus 5, la date d'exigibilité. Je vais avoir le CRM 120. Le CRM 120, là, par contre, je dois analyser les données et je dois les corriger sur la DSN la plus proche, c'est-à-dire la prochaine DSN. Ça, c'est tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a aujourd'hui, encore aujourd'hui. Là, donc, si toutes les entreprises, vous déposez votre DSN de décembre, aujourd'hui, on est le 15 janvier, dans 4-5 jours, vous allez recevoir des CRM 120 si vous avez des retours à corriger. Si cela n'a pas été corrigé tout au long de l'année 2025, au mois de mars 2026, l'URSSAF va envoyer ce qu'on appelle un CRM de rappel annuel qui est le CRM 124. Le CRM 124, donc il reprend toutes les anomalies identifiées par l'URSSAF sur l'année 2025 et l'URSSAF va vous demander à partir de mars de corriger ces anomalies ou de vous opposer, parce que de formaliser une opposition, parce que c'est peut-être des anomalies, ce ne sont pas des anomalies, par exemple le brut négatif dont on en parlera. Et vous avez 2 mois pour soit corriger les anomalies, soit formaliser l'opposition auprès de l'URSSAF. Dans les 2 mois, s'il n'y a rien qui est fait, c'est-à-dire à juin 2026, à ce moment-là, l'URSSAF va se substituer à l'employeur et va faire une DSN de substitution. C'est-à-dire qu'elle va faire une DSN à la place de l'employeur qui va venir corriger. Donc, du coup, elle va considérer que elle, ce qu'elle a calculé de son côté, c'est bon, corriger toutes ces anomalies et les donner à l'ensemble des organismes. Et ensuite, elle va vous informer sur les données qu'elle a substituées.
vous avez la possibilité de faire une contestation, mais par contre, vous aurez eu une mise en demeure de recouvrement en amont. Alors là, c'est un peu le contrôle URSSAF, tout le process, vous aurez la slide hein, de process de fiabilisation et de contrôle de l'URSSAF. Donc là, c'est tout ce qui nous arrive en mars et en mai 2026. De mars à mai-juin 2026, vous allez avoir l'ensemble des retours de l'année 2025, plus les corrections avant la DSN de substitution. La DSN de substitution, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va corriger automatiquement toutes les anomalies qui n'auront pas été rectifiées par l'employeur et elle va être envoyée à l'ensemble des organismes, aux caisses de retraite, aux caisses, aux mutuelles, aux prévoyances. Donc, elle va être envoyée à l'ensemble des organismes. Pourquoi c'est important pour l'entreprise et pourquoi cette pression? C'est-à-dire que demain, en fait, la DSN, elle va remplacer plus de 75 démarches. C'est que l'URSSAF va être maître, elle va pousser les entreprises à calculer les cotisations au plus près. Elle va assurer les prélèvements à la source. Et la chose la plus importante, c'est que les DSN, c'est à partir de DSN que les droits sociaux des salariés vont être calculés. Ça va être les retraites, le chômage, la maladie, les droits à l'allocation familiale. Tous les droits des salariés vont être calculés au travers des données transmises dans la DSN. Donc, du coup, toute erreur ou oubli de données, ça va avoir un impact sur les droits des salariés et ça va avoir un impact sur les données des salariés. Donc, du coup, on est obligé de fiabiliser, de corriger toutes les données. Il faut savoir que tous les mois, il y a 10 nouveaux points de contrôle qui arrivent. C'est-à-dire tous les mois dans les DSN, on a 10 nouveaux points de contrôle. L'URSSAF contrôle 10 nouveaux points. L'impact pour les entreprises de ne pas corriger, c'est s'exposer à de gros impacts. Déjà, vous perdez le contrôle sur vos payes. C'est-à-dire les cotisations, elles vont forcément être recalculées par l'URSSAF et sans négociation possible. Dès que l'URSSAF fait une DSN de substitution, les cotisations, elles sont recalculées, c'est ce que vous devez. C'est s'organiser parce que c'est-à-dire qu'au niveau du traitement de la paye tous les mois, aujourd'hui, en fait, on est obligé d'intégrer maintenant cette nouvelle charge qui arrive et cette analyse des conformités. Sinon, on va se retrouver entre mars et mai 2020 de chaque année, 2 mois pour identifier, contester et corriger toutes les anomalies. Donc là, on se retrouve avec une charge de travail. Savoir également que comme ça a un impact sur les droits des salariés, notamment au niveau des droits retraite des salariés, l'URSSAF demain peut être amené à avertir et en informer les salariés. Donc du coup, anticiper un maximum, intégrer maintenant tous ces retours CRM, ces retours CRM mensuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, envoyer la DSN, déposer notre DSN, payer nos charges via la DSN ne suffit plus. On est obligé après de reprendre tous les retours de la DSN et de les traiter. Auquel cas, un certain nombre de pénalités, hein, dès qu'il y a la DSN de substitution a été faite, il y a une pénalité qui va être du 1% du plafond de la sécurité sociale par salarié pour inexactitude des rémunérations minorant les cotisations dues. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu cette réforme au travers de Silae. Parce qu'aujourd'hui, Silae est un des logiciels de paie sur le marché qui a plutôt automatisé et mis un certain nombre d'outils d'accompagnement pour simplifier le suivi et le retour de toutes ces données CRM et de fiabiliser les données qui sont transmises via les DSN. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur une solution SaaS et cette solution SaaS, au fait, dès qu'il y a des nouveautés légales, donc tous les 10 nouveaux points de contrôle mensuels, ils sont intégrés tous les mois directement dans la paye du fait que Silae, la mise à jour, elle est faite automatiquement toutes les semaines. Silae gère également plus de 900 conventions collectives. C'est aussi un logiciel qui est paramétrable sur mesure, mais ses spécificités, tout ce qui est paramétré sur mesure, on ne part pas d'une feuille blanche, on repart sur un corps modèle, hein, sur des bases et ces bases sont déjà prédéfinies pour répondre et envoyer les données correctement via les DSN.
Et on vient renforcer en fait la partie paye en mettant en place la digitalisation d'un certain nombre de process via MySilae, qui va permettre au fait notamment de un peu l'expérience collaborateur, qui va permettre de mettre à dispo un certain nombre d'outils aux collaborateurs pour que ce soit lui-même qui charge ses documents administratifs, ses infos personnelles ou via récupérer ces documents. Donc, en quelques chiffres, hein, Silae est le numéro 1 au niveau des logiciels de paye, c'est 30% de gain de productivité, plus de 8 millions de bulletins de paye aujourd'hui qui sont traités au travers de Silae. Alors, avant d'attaquer la partie démonstration et présentation plutôt au travers de Silae, le traitement des retours DSN et le suivi du CRM NeoRes, je voulais partager avec vous le traitement du CRM d'identité. Le CRM Identité 120, c'est tout le retour d'identification des salariés. Vous trouverez sur Net Entreprise une information qui a été mise en place par le gouvernement sur quelles sont les infos de qualité, qu'est-ce qu'il faut au niveau des infos salariés pour qu'on n'ait pas que le salarié puisse, que vous ayez les bonnes infos pour calculer les droits des salariés. Donc, le CRM 121, donc vous avez toute une procédure sur Net Entreprise qui vous permet, au fait, d'avoir les vérifications à faire auprès de vos salariés pour qu'il n'y ait pas de retour de la part des organismes et d'avoir des DSN de substitution. OK ? Sur le CRM d'identité, l'objectif, c'est pareil au niveau de Silae, ce que je voulais vous présenter là, c'est que quand je me connecte au logiciel j'ai envoyé ma DSN, donc là sur mon dossier test, on a envoyé la DSN de novembre, et quand on a envoyé la DSN de novembre, elle a été traitée par les organismes, et quand je me connecte à mon logiciel, les retours de CRM d'identité, je les retrouve directement sur mon écran, sur mon logiciel de paye pour me dire, ben voilà, il y a eu des retours, il y a certains salariés qui ne sont pas reconnus auprès des organismes ou pour lesquels il y a des erreurs sur leur identification. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir traiter le CRM d'identité. Donc là, deux cas de figure, l'individu n'a pas été identifié ou l'individu est identifié, mais avec des données qui sont en écart. Ça peut être le numéro de sécu, ça peut être le nom, ça peut être la date de naissance aussi. On a beaucoup, effectivement, de dates de naissance. Donc, je peux soit traiter mon CRM d'identité, soit ignorer. Si j'ignore cette fenêtre, je vais retrouver au niveau du contrôle, sur mon écran, la possibilité de continuer à traiter mon CRM d'identité. Donc, quand je me connecte sur le CRM d'identité, ce tableau sur le mois, sur la période et sur les établissements sur lesquels j'ai les erreurs, je retrouve les salariés qui sont en erreur. Je peux les sélectionner, prendre tous les salariés, un seul salarié, les données qui sont à traiter et les données à corriger. Donc là, si on regarde dans mon exemple, j'ai le salarié, j'ai la donnée qui est en rouge, c'est le nom du salarié. Le nom qui a été déclaré et celui qui est présent dans la fiche salarié sont différents. Donc, j'ai un écart et il faut que je le traite. OK ? Et là, je vais pouvoir venir mettre à jour. Alors, soit je le mets à jour, soit de la fiche salariée, si je dis que de le mettre à jour, c'est le système qui va venir mettre à jour automatiquement la fiche salariée avec les données que la DSN, le CRM, a communiquées. Les cas d'individus non reconnus. Donc, j'ai le cas des salariés pour lesquels ils ne sont reconnus nulle part. Donc, soit les identifiants en ont trouvé, soit on a un salarié qui est identifié avec les données d'un individu qui est décédé depuis plus d'1 an. Donc là, pareil, on accède à la fiche salarié et on contrôle, met à jour les fiches salariées avec les infos qu'on a en retour.
Et on a le tableau de bord, pareil, on retrouve tout le tableau de bord et pouvoir avoir l'ensemble des anomalies et traiter toutes les anomalies au niveau du tableau de bord. Donc là, c'est toute la partie CRM d'identité. Sur la partie écran de suivi des retours CRM. Donc cette fois-ci, ce sont tous les retours autres que l'identité. Ça va être le CRM 120, le CRM 120 ou 121. Donc sur mon dossier de paye, sur la droite, j'ai le suivi des retours des CRM NeoRes et le retour de suivi CRM NeoRes. Donc je vais pouvoir filtrer sur les CRM que j'ai reçus sur une période, ceux qui ne sont pas traités, ceux qui sont traités ou tous les retours. Une fois que j'ai identifié, je vais pouvoir cliquer sur analyser et avoir mis ma période. Le fait de mettre analyser, il va aller récupérer tous les CRM qui sont en cours que l'URSSAF vous a mis à disposition, hein, soit sur Net Entreprise, soit sur le site. Je vais les retrouver sur ce tableau de bord. J'ai la possibilité de faire un filtre sur le statut, sur les périodes, sur le champ d'application. J'ai également la possibilité d'avoir un filtre sur le numéro de CRM, ceux où j'ai des erreurs. Hein, donc là, j'ai mon CRM 120 où j'ai deux erreurs. Et sur les statuts. Je vais avoir la partie possibilité de marquer comme terminé ou non terminé une anomalie. Et pour éviter la DSN de 2026, je vais avoir le CRM 124 prévisionnel. Donc, SILAE, au fait, a mis en place un outil qui va être tous les mois, va contrôler vos CRM, vos retours CRM, et ce CRM 124, et va estimer, va dire, ben voilà, moi, si j'étais l'URSSAF, avec tous les retours que vous avez, voilà ce que l'URSSAF risque de vous faire sur un 124 sur l'année N+1. Donc, du coup, on va pouvoir avoir le récap des anomalies substituables. Chaque anomalie, quand je double-clique, je retourne sur l'anomalie. Donc là, on arrive sur cet écran. Et quand on arrive sur cet écran, on a l'anomalie substituable. Donc l'anomalie substituable, elle est ici. Et du coup, le suivi de CRM vous montre en fait toutes les données qui sont substituables et ces données substituables, comment les traiter. Dans les données substituables, ça va être ce qui va avoir un impact sur les droits, ça va être les bases plafonnées, les bases déplafonnées. On a un sujet avec les bruts négatifs, sujet qui est toujours en cours. Donc, si vous avez des bruts négatifs et que vous avez des retours de la part des URSSAF, vous devez informer l'URSSAF via son espace. Ça ne donnera pas lieu à CRM de rappel et à DSN de substitution pour l'année 2025. Par contre, ça sera revu au 1er janvier 2027 avec la mise en place de la norme et de la rétroactivité du fait générateur. Donc, sur la présentation et le suivi des CRM NeoRes, donc ça, c'est hyper important. Donc, tout est centralisé au niveau de l'outil SILAE. Si vous n'êtes pas équipé de l'outil SILAE, les infos, vous les retrouverez sur Net Entreprise, tous les retours sur Net Entreprise ou sur le site de l'URSSAF. Alors, Nora, je vais regarder si on a des questions dans la zone de chat. Alors là, on a une question, si SBCP est-il nécessaire d'utiliser le contrôle CRM? Alors, le contrôle CRM ne fonctionne qu'avec SILAE Pay. Si vous avez SBCP, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un outil de contrôle de CRM sur SBCP. Donc, sur SILAE ou visualiser le CRM NeoRes, quand on est sur l'état d'avancement, sur votre droite, vous avez suivi CRM NeoRes. Et ensuite, une fois que vous avez ouvert la fenêtre, vous cliquez sur Analyser en haut à droite. Et après, vous avez CRM 124 prévisionnel. Et là, vous allez pouvoir les voir. Est-ce qu'il y a une formation sur le sujet sur SILAE? Oui, il y a une formation sur le sujet.
Si, l'option, elle est en standard dans Silae, hein, c'est en standard. Hein. Oui, il y aura une formation sur les CRM, la gestion des CRM. Alors, pour vous montrer, je vais pouvoir partager. Alors, attendez, tac. Donc, quand vous êtes sur votre système, donc vous ouvrez, donc là, c'est les fenêtres que je vous ai montrées des CRM. Et quand vous êtes sur l'état d'avancement, ici, sur votre droite, vous avez suivi des CRM NeoS. On clique sur suivi des CRM NeoS. Et ensuite, on va cliquer sur analyser. Et là, vous retrouvez ici tous les retours liés au CRM. Si vous avez accès au CRM NeoS, alors ceux qui sont équipés de Silae, vous pourrez me faire un petit mail en me disant, pour ceux qui ne voient pas les CRM NeoS, je vous ferai un retour, je regarderai sur vos dossiers. Alors, en cas de migration récente, vais-je pouvoir faire des DSN correctives alors que les DSN d'origine n'ont pas été envoyés via Silae? Alors, sur les clients qui ont migré sur Silae en cours d'année 2025 ou qui migrent là en janvier, sur 2025, en fait, vous allez recevoir les retours CRM directement donc, sur Silae et vous allez pouvoir faire des modifications et des corrections directement sur les DSN dans Silae, même si ce sont des DSN qui ont été faites sur d'autres logiciels de paye. Alors, peut-on générer les contrats de travail? Les contrats de travail, création envoi, les entretiens pro et la gestion des carrières sur Silae. Alors, sur Silae, vous allez pouvoir charger dans les documents bureautiques vos contrats de travail. Ces contrats de travail, vous allez pouvoir les mettre à dispo sur MySilae en signature électronique directement dans MySilae et les envoyer. Le salarié les retrouve sur son espace MySilae. Actuellement, vous avez le module gestion des entretiens pro qui est inclus dans MySilae. Et la partie gestion des carrières sur Silae, alors ça va être la GPEC et la gestion des formations, sont deux modules qui arrivent sur le premier semestre 2026. Alors, je regarde, mais je crois que c'était la dernière question. Oui, c'était la dernière. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsicyborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'AppsiCyborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn. Merci à tous. Merci Nora. Merci.